Hello hello YouTube, bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui on passe la Toei Animation au rayon X. Derrière ce logo au chat se cachent les animés les plus rentables de l'histoire, de Dragon Ball Z en passant par One Piece, Digimon, etc. Mais quand on regarde les chiffres de l'entreprise de plus près, on se rend compte d'une chose incroyable, c'est que la Toei Animation en a encore énormément sous la pédale. Donc on va d'abord regarder les chiffres de l'entreprise, comment elle gagne concrètement son argent, si elle rentre dans ma thèse d'action quality. Ensuite on fera un deep dive sur son modèle économique pour comprendre si elle a un mode ou pas. Et restez bien jusqu'à la fin car on va regarder si l'entreprise peut rentrer dans mon portefeuille quality et si oui, à quel prix je la valorise. Donc on va présenter un petit peu la société avant de passer au point, au crible les chiffres. Donc la Toei Animation produit et commercialise et octroie des licences pour les produits d'animation dans le monde entier. L'entreprise opère à travers trois segments d'activité. Donc on a l'activité production et vente de vidéos, l'activité des droits d'auteur et l'activité de vente de produits dérivés. On connaît tous les petites statuettes de Dragon Ball Z qui coûtent une blinde. Voilà, c'est eux qui les commercialisent. En mars 2020, elle possédait un catalogue de 246 œuvres cinématographiques, 223 œuvres télévisuelles et 12 000 épisodes, un petit peu plus de 12 000 épisodes. L'entreprise a été fondée en 1848 et son siège social est situé à Tokyo, au Japon. Alors pareil, pour tous les les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je mets tous les GDocs en fait en description, donc vous aurez toute mon analyse en description gratuitement. Vous cliquez sur la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien GDoc et vous aurez la description, le deep dive complet de l'entreprise, hein, donc pas mal d'heures de travail. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne. Donc là, j'ai mis toutes les séries, hein, Dragon Ball Z, One Piece, on a du Sailor Moon, du Senseiya pour les plus anciens, Digimon. J'ai laissé Yu-Gi-Oh! Mais en fait, ce qui s'est passé avec Yu-Gi-Oh! C'est qu'ils ont fait une énorme erreur. Ils ont vendu la licence. Je crois que c'est Konami qui en a récupéré les droits, notamment qui s'est fait les couilles en or, excusez-moi du terme, avec les cartes Yu-Gi-Oh! Donc je l'ai laissé dedans, mais en fait, ils ont dû la toute première saison. Sinon, après, ça a été repris. Donc il y a aussi des longs métrages historiques, etc. etc. Maintenant qu'on a présenté l'entreprise, on va faire ce qui est le plus simple quand on fait une analyse de boîte, on regarde si la boîte remplit mes critères quality. Donc est-ce qu'on a une augmentation de plus de 7% du chiffre d'affaires sur les 3, 5, 10 dernières années? Oui, on est à plus de 12% sur 10 ans. Est-ce qu'on a des marges suffisantes pour que ça rentre dans mon petit portefeuille? Hop, hop. En tant que marge nette, oui, on a des marges nettes de plus de 15% en augmentation sur les 5 dernières années. En termes de bénéfices, pareil, hop, on regarde 5, 10, 3 ans. On a des bénéfices qui sont quand même pas déconnants. En vrai, on a quand même des beaux petits chiffres, hein, pour une petite société comme ça. En retour sur capitaux, je pense que cet onglet bug sur cette boîte. Pourquoi? Parce que quand je vais ici sur les retours sur capitaux, dans ce petit tableau, on a des ROIC qui sont bien plus élevés que ceux qu'on a là. Et sur Goro Focus, c'est exactement la même chose. Donc je pense que les retours sur capitaux sont faux. On est au-delà de 20% de retour sur capitaux, donc ce qui est de ROIC, hein. Donc bah moi, ça coche tout simplement ma demande. Pareil pour les free cash flow, est-ce qu'ils sont en augmentation? On voit que sur 10 ans, 22% d'augmentation, sur 5 ans, 20%, sur 3 ans, 22%, et en un an, 69%. C'est une machine à cash. Donc là, quand j'ai découvert cette boîte, bah, j'y croyais pas, hein. Pareil pour le cash to debt, il n'y a pas de dette. Ils ont 100 millions pardon, de yens de dette et on a une trésorerie de 82 milliards de yens. Je comprends même pas. J'ai même regardé sur deux trois screeners autres, parce que je n'y croyais pas. Mais c'est un peu une tradition chez les Japonais. Les Japonais détestent avoir énormément de dettes dans leur société. Donc en fait, vous n'avez aucune dette. Demain, elle peut lever 50 milliards de yens. Ça sera une boîte qui sera très peu endettée. Donc je crois que c'est une des premières sociétés que je vois de cette grandeur qui n'a aucune dette. Donc elle passe le crible de la dette. Les actions en circulation, c'est un peu le point noir. Elle diminue, mais très très lentement. Et sur les 10 ans, il n'y a quasiment aucun rachat d'actions, hein. On peut voir que ça a diminué de quoi de même pas 1 million en fait de 100 000 en fait. Ouais, il y a eu juste 100 000 actions de rachetées. Donc en fait, l'entreprise ne fait pas de rachat d'actions. J'en ai pas parlé, mais il y a un petit dividende qui est de 1% 29. Et ça peut être une boîte qui se transforme en dividende. Quand je vois des chiffres comme ça, on a un tout petit payout ratio. Donc le dividende est largement couvert. On a 6 milliards de yens de paiement de dividendes. Et on a 26 milliards de free cash flow. Il n'y a aucun problème. On a une trésorerie de zinzin. Ils pourraient se mettre à faire du rachat d'actions. Ce n'est pas prévu. Donc regardez, hein, moi j'aime bien regarder un petit peu score de santé, dividende, retour sur capitaux, rentabilité, croissance, tout est au vert.
à part peut-être des futurs chiffres d'affaires. Mais là aussi, moi j'ai trouvé leur plan jusqu'en 2030 et on n'est pas du tout sur des estimations de 4%. Donc à mon avis, il y a une petite erreur sur Bagger. C'est pas grave, donc le dividende, on a dit qu'il est en augmentation que depuis 2 ans, parce qu'en fait, alors peut-être qu'il y a une erreur, mais je trouve ça bizarre d'ailleurs, ils auraient enlevé 1 centime de yens sur leur dividende 2025 par rapport à 2024, à voir. Et ils ont annoncé un payout ratio sur leur prochain dividende entre 35 et 45% de leur free cash flow. Donc on va avoir un dividende qui va être largement augmenté. On voit qu'actuellement il est aux alentours de 24% le free cash flow en payout ratio pour le dividende. On voit qu'on va avoir un beau petit dividende. En termes de valo, de résultats, etc., on ira voir ça après. Donc là, moi, elle remplit ma thèse d'investissement pour mes boîtes quality. Elle valide le petit tampon. Donc maintenant, on va passer sur la chose la plus importante à faire, le deep dive. Hop, on le fait avec les GDoc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo aussi où j'explique en 3 plans comment je fais pour analyser une action. Donc le volet quantitatif, on l'a vu. Là maintenant, on va aller voir le volet deep dive, compréhension du business, et on verra après l'onglet valorisation et petit prix juste si elle m'intéresse ou pas. Donc on a déjà fait la présentation. On va aller voir les 3 segments. On ira voir les risques, parce qu'il faut toujours aussi s'attendre à des risques. Et même si pour pas avoir un biais un petit peu cognitif quand on analyse une action, j'aime bien, moi, essayer de trouver des risques. Si je l'achète, qu'est-ce qui peut m'arriver? On ne sait jamais, il y a des choses qu'on ne réfléchit pas. Le MOT, les prévisions de la boîte, la valorisation actuelle, ma conclusion et mes sources pour tout ça. Donc je crois que j'ai fait le plus beau deep dive depuis toutes mes analyses d'action. Et on va essayer de continuer ce travail. Hop. Donc le segment 1, on a dit quoi? Activité de la production, de la vente de vidéos. Donc l'activité de la vente des vidéos correspond au segment film et business dans le rapport qui regroupe les films de cinéma, les séries TV, les ventes de DVD Blu-ray et les droits de diffusion streaming au Japon et à l'international. Donc on voit que la part des revenus sur la part globale du segment est de 35 à 40%. Donc on voit que c'est un segment quand même qui pèse. On a un CA global en 2025 estimé de 100 milliards de yens et on a quasiment 40 milliards de revenus pour ce segment-là. Donc on voit qu'on a un très très beau segment. En fait, il y a 3 segments, il y a 2 gros segments et un plus petit, on verra ça plus tard. Et on a une croissance du CA de 95% et cette croissance de ce segment de 103% depuis 2021. Donc on a vraiment des croissances qui sont en large augmentation parce que le streaming mondial sur les animés est aussi, il y a une énorme croissance, il y a une énorme demande et la Toei en récolte les fruits. Donc on voit que sur ce segment, on a des marges opérationnelles de 33%. Donc cette activité est plus risquée et coûteuse car elle demande des investissements massifs en main-d'œuvre, animateurs et studios et en marketing pour les sorties au cinéma. Mais en fait, ils ont un plan. En gros, ils sortent un film ou un animé au cinéma ou sur un site de streaming. Et en fait, après, ils vont sortir toute une sorte de produit dérivé et après, ils vont avoir les droits de la licence. Donc, admettons, bon, ça s'est fait il y a des années, mais vous pouvez très bien sortir un nouveau film sur Dragon Ball Z. Vous vendez les droits de licence, par exemple, à Fortnite ou toutes ces conneries, où vous jouez avec le petit bonhomme que vous avez vu dans votre meilleur film et vous sortez aussi des cartes et des petites statues, des petites figurines, et en fait, c'est énormément rentable. Donc en fait, ça va être le premier segment où ils vont commencer à positionner leur petite série, et après, ça va découler sur les 2 autres segments qu'on verra plus tard. Donc on analyse la croissance sur 5 ans, on voit qu'on a une très très bonne croissance, hein. Il y a eu un pic en 2023 parce qu'ils ont sorti énormément de films. Donc en fait, ce segment-là, il est aussi porté par la sortie des films, etc. Et on voit qu'on ne peut pas sortir de films Dragon Ball Z ou One Piece ou autres tous les ans. Il faut laisser aussi le temps aux films de se faire des bons films. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi le relais du streaming. Au-delà des sorties en salle, la croissance est portée par des ventes des droits de diffusion à l'international, Netflix, Crunchyroll, etc., qui sont comptabilisés dans ce segment. Les revenus issus de l'étranger représentent 60% des ventes de vidéos. Donc ça, c'est très important aussi, il faudra le noter. On a vraiment une boîte qui est internationale. Ce n'est pas les revenus récurrents du Japon qui vont faire que la boîte va grossir, c'est les revenus internationaux. Donc le futur du segment, il y a eu un petit contre-coup, un petit ralentissement à court terme, mais après l'année historique de 2023, marquée par les records de One Piece et du First Slam Dunk, donc ça c'est le film sur le basket je crois, la Toei Animation affiche une certaine prudence pour l'exercice fiscal 2026. Il est difficile de maintenir une croissance de plus 30% chaque année quand on a déjà atteint un sommet historique, c'est tout à fait normal. Les derniers rapports de 2026 montrent une légère baisse du chiffre d'affaires par rapport au record précédent. C'est un peu normal, hein, parce que là on a pulvérisé, on a quasiment fait x2 en moins de 4 ans. Donc on a des magnifiques chiffres, donc ça, il faudra les prendre en compte quand on valorisera la boîte.
Absence de méga hit immédiat sans d'une sortie de films d'une ampleur similaire à One Piece et Slam Dunk. Le segment vidéo cinéma stagne un petit peu naturellement, c'est tout à fait normal. Et on regarde un petit peu les perspectives de croissance à long terme. Donc on a une croissance annuelle prévue de 7% par an. 2026, 2028 et même jusqu'à 2030. Et on a surtout un marché mondial de l'animé devrait croître de quasiment 8,5% par an jusqu'en 2035. Donc la Toei avec ses licences cultes est idéalement placée pour en profiter. Et les streamings et le licensing, même si les ventes de films en salle peuvent varier, les revenus récurrents issus de Netflix et Crunchyroll et des jeux vidéo continuent de progresser solidement. Et j'ai noté les risques et les défis. C'est surtout la pénurie de main-d'œuvre. Le manque d'animateurs au Japon ralentit la production de nouvelles séries. Donc c'est pour ça qu'on a une croissance un peu plus faible. Mais moi, du 7% de croissance sur ces chiffres-là, ça me va tout de suite, hein, les gars. Je signe dès demain, moi, hein, vraiment. Donc on a en deuxième segment l'activité des droits d'auteur. Donc en 2025, les revenus issus de licences ont atteint un niveau record. On avait des revenus de 31 milliards sur 2021, c'est arrivé à 50 milliards de revenus, 50 milliards de yens hein, toujours, une accélération de plus 27,5% en 5 ans. Et l'activité des droits d'auteur est le segment le plus important de la société, dépassant souvent la production vidéo elle-même en termes de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est extrêmement... ils ont des marges de zinzin, en fait, sur ce segment-là. Pour la Toei Animation, l'activité liée aux droits d'auteur, le licensing, est le véritable moteur de rentabilité de l'entreprise. Voici les chiffres précis basés sur les propres rapports financiers, les amis. Donc on a des revenus de 50 milliards hein, et on a 32 milliards, soit 65% des droits d'auteur qui viennent de l'étranger. Et on a 17 milliards de revenus au Japon. 50 milliards de yens, c'est environ 315 millions d'euros. Et en croissance sur 5 ans, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a une accélération impressionnante de 27% entre 2024 et 2025. Juste sur le licensing, en fait. Donc vous avez vu, ils ont sorti les films 2022-2023 et le licensing en tire, les droits d'auteur en tirent tout simplement des jutes au profit quelques années après, plus 27%. Je sais pas si on se rend compte un petit peu. Hein. Donc les piliers de cette croissance, on a quoi? On a du One Piece, les droits de merchandising et les jeux mobiles explosés à l'international. Dragon Ball Z, bon on connaît tous. Hein. La licence la plus lucrative, notamment grâce aux droits des jeux vidéo Dokkan Battle et Dragon Ball Legend. Et on a aussi le digital gaming, la vente de droits pour les adaptations en jeux vidéo, des collaborations Fortnite, etc. génèrent des marges extrêmement élevées. Et on va le voir, la marge opérationnelle du segment, c'est 51%. Donc c'est 51% de marge OP, c'est extrêmement élevé. C'est tout simplement le segment le plus rentable, hein, comme on l'a dit. Hein. Donc pour 100 balles de droits vendus, la Toei réalise plus de 51 euros de profit. Alors c'est pas des profits purs, c'est pas des bénéfices purs parce que ça reste la marge opérationnelle, mais on a vu qu'ils n'ont pas de dette. Donc entre la marge nette, je l'ai déjà dit 100 fois, mais entre la marge nette et la marge OP, c'est quoi? Les impôts et la dette, et les intérêts de la dette. On n'a pas d'intérêt de la dette, on n'a que les impôts. Donc on est très très proche d'une marge nette ici. C'est quand même, et en plus elle est en progression, elle était de 47% l'année précédente. On ira voir sur les résultats, on sera attentif un petit peu à la marge OP de ce segment-là. Donc la stratégie de la Toei, elle est simple. Ils acceptent une marge plus faible sur la production de vidéos, quoique 33% d'OP, c'est pas déconnant non plus. Car c'est ce segment-là qui crée la popularité de l'animé permanent, comme je l'ai déjà expliqué, et ça permet d'encaisser des marges énormes du licensing. Donc et en plus ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la Toei gagne aujourd'hui plus d'argent en louant ses personnages qu'en fabriquant ses dessins animés. C'est un modèle, c'est pas des dessins animés, pardon, hein, c'est des mangas et c'est des animés, donc calmons-nous avec ça. C'est un modèle extrêmement résistant. Et le futur du segment. Qu'est-ce qui va nous attendre? Contrairement au film où il faut sortir un blockbuster pour gagner de l'argent, les licences sont des revenus récurrents. Une fois qu'un contrat est signé pour un jeu mobile pour Dokkan Battle, l'argent entre tous les mois sans effort de production supplémentaire. La Toei vise une croissance stable de 5 à 8% par an sur le licensing mondial jusqu'en 2027, les amis. Donc on est plutôt content aussi de cette croissance. Et les 3 boosters, non, je ne vais pas l'enlever, hop, les 3 boosters de croissance 2026-2027. L'effet Dragon Ball Z Dragon Ball Daima, pardon, lancé fin 2024. On a aussi le remake de One Piece avec Netflix. Et on a l'expansion géographique, hein, le marché indien et l'Asie du Sud-Est sont les nouveaux objectifs. La Toei signe actuellement des contrats massifs pour la diffusion et les produits dérivés. Donc moi, plus je deep dive cette entreprise, plus elle me plaît. Et on arrive sur le plus petit segment, la vente de produits dérivés, donc les petites figurines, etc. On peut voir hein, que c'est vraiment un minuscule segment, on est sur 10 milliards de yens.
Ça fait environ 67 millions d'euros, là où la vente de licence était à 350 millions. Donc c'est 11% du chiffre d'affaires contre moins de 8% il y a 5 ans. Donc là aussi, on est en croissance de 163%. Mais ça reste un peu, comment dire, c'est pas vraiment des revenus stables, parce qu'on voit qu'il y a des hausses, il y a des baisses. Ça reste vraiment en fonction des films que vous sortez. Bah, c'est tout à fait simple, hein. Vous sortez le Dragon Ball Daima, vous vendez les figurines de Beerus, etc. Vous sortez pas de films, vous les vendez moins. C'est tout simplement ça. Et on a aussi du coup, c'est l'effet boutique, hein. La Toei a massivement investi dans ses propres canaux de distribution. Le succès de One Piece a permis de multiplier les Mugiwara Stores au Japon et désormais à l'international, notamment en Asie. Donc ça synergise avec les films, donc avec le premier segment. Donc on voit que ça va être un petit peu, en dents de scie en fonction des années. Et c'est le deuxième segment qui nous créera des revenus stables. Et ce segment a connu une volatilité positive liée aux sorties de films. En 2024, on observe un pic massif à 14 milliards grâce au succès phénoménal des boutiques éphémères et du merchandising lié à The First Slam Dunk. J'aime bien moi ce truc de boutique éphémère. Ça évite d'avoir trop de dépenses. Ils font une petite boutique éphémère, ils vendent du produit. En plus, vu que c'est éphémère, les gens vont se jeter dessus. Magnifique. Et on a des chiffres de la marge OP. 13,9% de marge opérationnelle. On est quasiment, à mon avis, sur du 8 à 9% de marge nette. C'est normal, hein, la marge OP est très dure parce qu'il faut de la boutique, donc il faut payer des taxes, il faut payer des salaires, etc. énorme. Donc c'est pour ça qu'on a un troisième segment un peu plus en dents de scie, un petit peu comme le premier et encore beaucoup moins important. Mais il a le mérite d'exister, mais voilà, c'est pas sur ces petites ventes de produits dérivés qui font tout leur pognon. S'ils avaient gardé Yu-Gi-Oh, ils auraient pu vraiment exploser en vente de produits dérivés, mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant, on passe au risque, les amis. Donc en risque 1, on a l'hyperdépendance aux licences phares. Si l'une des franchises s'essouffle, aussi un changement de droit survient, comme les débats récents sur les droits de succession d'Akira Toriyama. L'impact sur le cours de bourse et les bénéfices seraient immédiats et massifs. Et le défi, c'est quoi? C'est que la Toei doit prouver qu'elle peut créer de nouveaux hits mondiaux de la même envergure, ce qui n'est pas arrivé depuis des décennies. Donc là, premier risque, dépendance aux licences phares. Deuxième risque, la pénurie de talent et la crise de production. Ça, je l'avais déjà souligné. Il y a un manque d'animateurs. Il y a une pénurie mondiale d'animateurs qualifiés pour maintenir la qualité visuelle exigée par les fans aujourd'hui. Face à des concurrents comme le studio MAPPA ou Ufotable, Toei doit payer plus cher et produire plus lentement. Et ça, ce risque-là, j'ai envie de dire, est-ce qu'il va pas être un peu gommé par l'arrivée de l'IA? Je pense que oui. Donc là, c'est un risque qui me pose un petit peu moins de problèmes par rapport au premier. On a l'impact aussi, cela peut réduire la marge opérationnelle du segment vidéo, actuellement à 33% car les coûts de fabrication explosent plus vite que les revenus de diffusion. Là aussi pareil, je pense qu'ils peuvent aller chercher de la marge sur le premier segment vidéo grâce à l'IA dans le futur, sans forcément passer par du tout IA, mais je pense que des IA bien utilisées pourront aider et pourront pallier au manque d'animateurs. Après, on a aussi en numéro 3 la dépendance du marché international au streaming. Comme on l'a vu, hein, il y a 60% des revenus qui proviennent désormais de l'étranger. Donc on peut avoir un problème de saturation du streaming. Si les plateformes comme Netflix, Disney ⁇ ou Crunchyroll réduisent leur budget d'acquisition, ce qui commence à arriver, les enchères pour les droits de diffusion seront moins élevées. Et aussi, il y a le risque géopolitique. Une grande partie de la croissance vient de la Chine et de l'Asie. Toute tension diplomatique ou nouvelle régulation stricte sur les contenus à l'étranger dans ces pays pourrait fermer des robinets de cash importants du jour au lendemain. Donc pour moi, le plus gros risque, c'est pas que la Toei perde de l'argent, mais qu'elle stagne. Elle est passée d'un studio d'animation à une société de gestion de rente. On l'a vu, hein, il y a très peu de nouveaux animés qui sont sortis dans les 10 dernières années, qui font partie de leur blockbuster. Le défi de rester créatif tout en gérant des marques qui ont plus de 30 ans. La réponse de la société a un petit peu ses risques, c'est qu'ils ont mis en place la stratégie d'IP globale et coproduction. La Toei ne se limite plus à l'exportation de contenu japonais, elle co-crée désormais des projets pensés pour le marché mondial. Donc elle collabore, on l'a vu avec Ladybug et Miraculous Ladybug. Ils utilisent massivement de la 3D comme dans le film The First Slam Dunk ou les derniers Dragon Ball. Super, vise à s'aligner sur les standards visuels des blockbusters mondiaux pour attirer de nouveaux spectateurs habitués aux productions de type Pixar ou Disney en Occident. Et on a aussi le réveil des géants endormis. Toei possède un catalogue immense de licences cultes des années 80-90, qu'elle réactive pour capter le pouvoir d'achat des adultes nostalgiques. On a vu avec Slam Dunk, il y a aussi du Senseiya, du Sailor Moon, via des films et des séries plateformes comme Netflix. Et on sait que justement les gens de cette génération-là commencent à avoir 30, 40, un petit peu plus même, et ont justement un portefeuille pour passer à la caisse. Donc ça, c'est très intéressant.
Et on a surtout l'incubation de nouvelles licences originales. Le studio investit dans des projets totalement inédits pour éviter de n'être qu'un musée de l'animation. Et ça, c'est très intéressant. Donc on a les Girl Bond Cry, ce projet récent montre une volonté d'explorer des thématiques modernes et des styles visuels expérimentaux pour toucher un public plus niche, mais très engagé financièrement. Et on a la Toei se modernise régulièrement ses licences historiques japonaises, comme avec le film Imprononçable, pour s'assurer une base solide. Donc on a une croissance explosive du marché mondial de l'animation. Le marché mondial de l'animé connaît une croissance spectaculaire, projetée pour atteindre plus de 63 milliards de dollars d'ici 2033. Donc je pense, et à juste titre, que la Toei va en profiter. Donc maintenant qu'on a vu les risques, qu'on a vu les segments, on va aller voir un petit peu le MOT. Est-ce qu'on a une note intéressante? Moi, je lui ai mis la note de 13 sur 25, on n'a pas d'avantage de coût. On a des actifs intangibles, ça c'est très simple à comprendre, hein. Le véritable trésor de la Toei réside dans son portefeuille de licences légendaires One Piece, Dragon Ball et sa stratégie One Source Multi-Use qui maximise chaque œuvre sur tous les supports imaginables. Pardon. Donc oui, actif intangible 5 sur 5. Effet de réseau, j'ai mis 3. Pourquoi? Parce que bien que la production, l'animé soit consommé individuellement, la taille de la communauté crée une valeur ajoutée massive. Si vous allez sur des réseaux où vous avez des fans de One Piece, je peux vous garantir qu'ils essayent comment dire, de convaincre tous leurs potes de regarder du One Piece. C'est exactement pareil avec tous les animés. Donc ça va être difficile de quitter la licence pour un fan investi. Je peux vous garantir que, encore une fois, hein, les gens qui regardent One Piece, ils adorent la licence. Pareil pour Dragon Ball. Ils vont pas du jour au lendemain se mettre à détester la licence et ne plus jamais y toucher. Est-ce qu'on a un coup de changement? La Toei verrouille ses partenaires jouets, jeux et diffuseurs grâce à des modèles ultra intégrés qui simplifient toute la chaîne de la création à la licence. Abandonner des valeurs sûres comme One Piece pour des nouveautés incertaines représenteraient un risque financier colossal, une perte de revenus stable pour ces entreprises, Crunchyroll et Netflix. Donc on a un coût de changement pour moi qui est quand même élevé, et on n'a pas de mode sur la réglementation du marché efficient, parce qu'on a, un marché qui est ultra concurrentiel. On ira voir un petit peu les concurrents plus tard aussi. Hop, les prévisions de la société, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont fait pour Horizon 2030-2031 le petit plan Vision 2030 qui définit des objectifs de croissance très nets pour les 5 à 6 prochaines années. On a un objectif pour 2031 à 1,225 milliards d'euros et 200 milliards de yens d'ici l'exercice clos de 2031. Donc pour y arriver, ça donnerait un taux de croissance sur le CA, sur le chiffre d'affaires en CAGR de 17% par an. C'est énorme. En plus, les Japonais ne sont pas normalement aussi optimistes pour leurs prévisions. Donc là, ils s'attendent vraiment à tout casser, hein. On ira voir si c'est possible, mais ça me paraît quand même gros, 17% moi. Donc en moteur de croissance, on a cette expansion repose sur la stratégie du global IP, comme on a vu, hein. Donc la propriété intellectuelle mondiale, l'objectif est que les ventes internationales représentent 60% du revenu total, contre 50% actuellement, en ciblant particulièrement les marchés émergents en Asie et au Moyen-Orient. Il y a aussi un parc d'attractions qui va sortir, je crois, en Arabie Saoudite, il me semble, un parc d'attractions Dragon Ball Z, hein. Donc les marges, on a une marge opérationnelle cible en moyenne de 25%. Mais on a une marge OP qui est bien plus haute, mais ils sont hyper défensifs sur leurs objectifs en termes de marge. Je trouve ça un peu bizarre, alors qu'ils ont des objectifs élevés en termes de CA. Ils s'attendent à avoir une marge opérationnelle, une marge nette qui soit un petit peu plus basse, environ 20 à 25%, là où on est si je dis pas de conneries, on va revoir, mais je crois qu'on est à 23% actuellement de marge nette. Donc ils s'attendent à une petite... on va aller le voir là, ouais, 23%. Une petite réduction des marges. Bon, c'est pas incroyable en termes de réduction, mais hop. Après, s'ils cassent tout en termes de chiffre d'affaires, si vous avez des marges qui s'érodent un petit peu, c'est pas très grave. Vous aurez toujours un bénéfice en augmentation. Donc, leur stratégie d'investissement, ils veulent mettre 70 milliards dans la création et le développement de nouveaux contenus. 50 milliards, donc ça c'est très important, nouveaux contenus, on voit qu'ils peinent à en faire depuis quelques années, donc à voir si ces 70 milliards seront bien utilisés. On a 50 milliards de yens réservés à la fusion et acquisition pour accélérer la croissance externe. Et on a 20 milliards pour renforcer l'engagement direct avec les fans dans les boutiques et les événements. En résumé, après une période de normalisation suite au record de 2023, la direction s'attend à une reprise de croissance agressive portée par une présence mondiale accrue et une exploitation multi-support encore plus intensive des licences phares. Et est-ce que c'est la fin du cash dormant? Parce qu'on a quand même 80 milliards de cash qui dorment, que je crois qu'ils sont placés à 1%, on ira voir ça. Enfin, c'est de la folie, hein.
La Toei a compris qu'avoir trop de cash peut être mal vu par les investisseurs, qui préféraient que cet argent travaille. C'est pour ça qu'ils ont lancé le plan Vision, mais toujours pas de rachat d'actions par contre. Donc ils vont piocher dans ces 82 milliards pour investir, et donc ils vont utiliser leur propre cash plutôt que de s'endetter massivement, ce qui leur évite de payer les intérêts bancaires alors que les taux augmentent au Japon. Donc ça c'est plutôt intelligent. Hop, mince. On va passer maintenant à la valorisation, parce que ce qu'on peut voir aussi, en termes de valo sur la boîte, c'est que on va passer ici au PER. Vous avez un PER en fait qui était totalement, c'est une société qui était totalement décotée, hein. Vous regardez-moi ça, on était à 5,3 de PE, c'est monté un petit peu à 18 en 2021, et ça s'est réécrasé à 6,7 de PE. Donc je comprenais pas trop pourquoi en fait, et j'ai fait des recherches parce que là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde. Hop, et on va justement aller hop à cette petite valorisation. Donc en fait, l'entreprise est passée du modèle studio au modèle de plateforme. Avant 2021, le marché considérait la Toei comme un simple studio de production japonais. Donc en fait, ils n'avaient pas vraiment tous ces contrats avec Netflix encore, etc. Donc en fait, il y avait tout un segment qui n'existait pas. Enfin, le segment vidéo existait, mais il était bien plus petit et c'était pas encore un studio qui faisait de la revente mondiale de ces animés. Donc les revenus étaient jugés cycliques et risqués. Si un film ratait son audience, les profits chutaient. Donc un PE de 11 était typique d'une entreprise industrielle ou de service traditionnel. Mais là, aujourd'hui, le marché, il a compris quoi? Que la Toei est une société de gestion de licences mondiales. Les revenus, droits d'auteur et licensing sont récurrents et prévisibles. Là, avant, on avait des revenus un peu cycliques, totalement même. Là, on a des revenus récurrents. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce que le marché aime. On a aussi l'effet de levier du streaming global, hein. Donc, on voit qu'on a un streaming dans le monde qui s'est totalement accéléré. Avant, le marché payait pour les succès au Japon. Désormais, le marché paye pour une société mondiale. C'est la grande différence aussi avec la valorisation d'antan. Et aussi la réforme de la bourse de Tokyo. Depuis 2023, la bourse de Tokyo pousse activement les entreprises à améliorer leur valo et leur gouvernance. Cela a attiré des investisseurs étrangers qui ont renoté les pépites japonaises comme la Toei avec des PE de 3 ou 4. Donc c'est vrai qu'on aurait eu un petit peu de nez à cette époque-là. Bon, j'investissais pas encore moi, en 2021 ou autre, mais voilà, il y avait une société à 6-7 de PE avec des licences comme ça, c'était plutôt sympatoche les amis. On va passer à ma conclusion. Ma conclusion, on ira là. On peut aller la voir tout de suite d'ailleurs, en vrai, ma petite conclusion. Pour moi, elle entre en lice pour entrer dans mon portefeuille Quality pour une diversification autre que Full Tech. Mon prix juste est de 2450 yens. Actuellement, le cours de l'action est à 2400 yens. Pour une croissance des bénéfices par action de 10% et un multiple final de 21. On va aller le voir justement un petit peu. Hop, on va aller le voir ici, ma valorisation. Donc moi, j'ai mis une croissance estimée de 10% par an. J'ai enlevé 7 points parce qu'on nous annonce une croissance du CA de 17%. Donc j'ai enlevé 7 points. J'ai enlevé 1 point aussi de marge. Je suis passé sur une marge. Alors attendez, on va le retrouver ici. Ma marge, elle était de 22%. Donc voilà, ils nous ont annoncé des marges entre 20 et 25. Moi, j'ai tablé sur une marge de 22 sur comment ça s'appelle, sur la durée de 5 ans. Donc je pense être quand même conservateur avec un multiple final de 21, si on peut voir le multiple, hop, sur les 3 dernières années. Donc quand la société, entre guillemets, et la bourse de Tokyo a un petit peu secoué toutes les entreprises et que les investisseurs étrangers se sont dit putain, mais attendez, la Toei, c'est pas si déconnant que ça. On a une médiane de 26,5. Donc moi, j'enlève 5 points à la médiane en termes de PER et je me dis un prix juste, un multiple final de 21, un bénéfice en croissance des bénéfices par action de 10% et on arrive à un prix juste de 2450 yens. Je crois que ça fait 10 euros. Non, 13 euros, pardon. 13 euros en euros et 2400 yens. Donc en vrai, l'action est pas non plus énormément chère s'il y en a qui peuvent pas passer des gros ordres. Ça peut faire peur 2400, mais on est loin des gros prix en euros. On n'est pas du tout sur une action entre guillemets qui est chère en termes d'euros, même si une action à 5 euros peut être chère. Donc en projetant une croissance annuelle de 12%, un peu plus prudente que les 17%, du plan Vision 2030 et une marge nette stable à 22%, voici ce que donne la trajectoire financière de la Toei sur 5 ans. Pourquoi j'ai mis 10%? Non, j'ai pas mis 12% les amis, j'ai mis 10%. Je me suis trompé ici. Donc là, on peut voir voilà, le chiffre d'affaires, tac, 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 les bénéfices et les BPA. Donc on ira voir avec les résultats, je crois qu'ils sont au mois de mai. On ira voir les prochains résultats au mois de mai.
Donc ce qu'il faut savoir quand je fais ça, c'est qu'on peut très bien avoir un chiffre d'affaires qui stagne un petit peu en 2026, mais qui va exploser dans les autres années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ait cette croissance de 10% par an. Même si je rate la première année en termes de croissance, si la deuxième année on fait du 20% ou du 30%, c'est pas grave. On n'a jamais une croissance pile linéaire avec une société de ce type. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Donc moi, j'ai marqué attention, le plus gros risque serait une remontée brutale du cours du yen pour le chiffre d'affaires. Sachant que la Toei prend 60% de son CA, enfin 50% actuellement, 60% horizon 2030 à l'international. Donc le risque pour moi est limité par le fait que mon investissement serait protégé, car j'ai investi en euros, et donc une montée du yen ferait monter mécaniquement le titre pour moi, vu que je l'ai acheté en euros, j'aurais une plus-value latente sur la devise. Le titre, même si une correction serait probable si le yen grignote le CA, parce que si le yen augmente, donc en fait si vous avez des dollars. Pour faire simple, vous vendez une figurine Dragon Ball Z aux États-Unis, vous empochez 2 dollars. Mais si ces 2 dollars dans le même temps deviennent, on va faire une traduction simple en gros, si 2 dollars aujourd'hui vous rapportent un yen, mais que dans 3 mois ou dans 3 ans, ces 2 dollars vous rapportent que 0,5 yen, vous avez un chiffre d'affaires qui s'érode. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc pour avoir une belle marge de sécurité, j'ai enlevé 7% de croissance du CA sur leur plan 2030, 1 point de marge nette sur la marge actuelle et 5 points de PE médian. Donc je ne prends pas en compte non plus l'augmentation programmée du dividende de 35%, de payout ratio à 42%. Donc ça, je ne le prends pas en compte non plus, je me prends encore une marge de sécurité plus haute. Et le bouclier contre la baisse des revenus exportés. C'est le point le plus technique. Si le yen remonte, les revenus que la Toei touche via Netflix et Crunchyroll vont fondre une fois convertis en yens. Cela pourrait faire baisser leurs bénéfices comptables. Donc c'est justement le rôle de la trésorerie, comme ils ont déjà 82 milliards de yens en banque, ils n'ont pas besoin de convertir leurs dollars en urgence. À un mauvais taux pour payer leurs factures ou leurs dividendes. Ils peuvent attendre un petit peu, même si je pense que si le yen remonte, ça sera dans la durée. Ils peuvent se permettre d'attendre d'utiliser leurs réserves de yens locaux pour financer leur croissance au Japon, en laissant leurs dollars sur les comptes aux USA pour qu'ils reprennent de la valeur plus tard. À voir en vrai. Mais cette trésorerie est un pari sur la souveraineté. Si le yen remonte, la Toei devient un prédateur capable d'acheter des concurrents étrangers à prix cassé. C'est exactement ce qu'ont fait les grandes entreprises japonaises dans les années 80 quand le yen était au plus bas. J'ai pris 2 exemples, hein. Il y a Sony qui a racheté la Columbia Pictures et Bridgestone qui a racheté Firestone et qui est devenu le plus grand fabricant de pneus au monde. Donc on voit que ça s'est déjà passé. Donc il y a aussi sur ce titre la problématique du yen. Les gens pourront dire oui mais j'achète la Toei Animation pour profiter d'un yen qui remonte, mais vu que c'est une société qui fait ses profits à 60, enfin qui va faire ses profits à 60% à l'étranger, croire que acheter la Toei et jouer une marge de sécurité si le yen remonte, c'est faux. Parce que si le yen remonte, vous allez avoir la société qui va perdre du chiffre d'affaires. Donc en fait, mécaniquement, vous, le cours de l'action va monter grâce à votre plus-value sur la devise, mais le cours de l'action va se péter la tronche. Pourquoi? Parce qu'il y aura une baisse du CA. Donc en fait, si vous faites 10% sur la devise, vous ferez quasiment 10% de moins sur le cours de bourse. Donc en fait, comment dire, le bénéfice et le risque d'une montée du yen vont s'annuler pour la Toei. Donc en fait, je le prends en compte, mais au final, ça va totalement s'annuler. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour la Toei Animation. On peut aller voir vite fait parce que les marges des concurrents quand même. Parce que je sais que Konami a récupéré les droits de comment dire, de Yu-Gi-Oh! Mais bon, Konami, il fait pas mal de jeux vidéo aussi, c'est une boîte assez différente, mais ça reste quand même le concurrent, hein. On peut voir en termes de marge que la Toei est largement meilleure. On explose tout en termes de marge. En termes de ROIC, ils sont pas si mauvais que ça. C'est pas une boîte pourrie non plus, mais par contre, en termes de free cash flow, c'est pas ouf. En termes de bénéfices, on est vraiment sur des bons bénéfices aussi. Par contre, les free cash flow m'inquiètent un peu. On a un petit dividende ici qui est quand même couvert par les free cash flow, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc là, Konami qui surfe sur Yu-Gi-Oh! Est totalement safe aussi. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que en termes de concurrents, on a Bandai Namco qui est, comment dire, qui est coté en bourse. Par contre, le studio Pierrot, là où vous avez, il me semble, Naruto, n'est pas coté en bourse et TMS Entertainment n'est pas non plus coté en bourse. Donc vraiment, en termes de concurrents cotés en bourse, on a du Bandai Namco et on a du Konami. On peut aller voir un petit peu les chiffres de Bandai Namco avant de clôturer cette vidéo. Bandai Namco, je crois que c'est pas déconnant non plus, mais eux, c'est pareil, c'est plus du jeu vidéo. Alors là, c'est la holding, je ne sais pas si ça compte aussi. Hop, on peut aller voir. Peut-être que sur le volet quantitatif, j'ai les. Non, j'ai pas ce qu'ils font exactement.
Mais voilà, il y a un segment jouets hobby, propose des jouets, jouets en capsule, confiserie, ludique, cartes. Enfin, vraiment, ils font énormément de choses, Bandai Namco, hein. On peut aller voir leur quantitatif d'ailleurs. Voilà, ils ont une petite marge nette de 10%. On voit que voilà, hein, c'est vraiment le segment. Il y a vraiment pas de dette au Japon, c'est fou. Alors il y a des revenus beaucoup plus gros, c'est des boîtes beaucoup plus grosses que la Toei Animation. Mais on voit que c'est vraiment le secteur de la Toei qui rapporte tout le pognon, c'est vraiment la production, l'activité pardon, de droit d'auteur. Le licensing est énorme pour la Toei. C'est vraiment ce qui fait son charme et c'est ce qui fait que je l'aime. Hop, on a aussi, il fallait que j'en parle, on a deux sociétés Toei. Vous avez la Toei Animation et vous avez la Toei Co. Donc ça, c'est là, entre guillemets, la société mère qui va gérer les parcs d'attractions, l'immobilier, il y a des salles de cinéma, des studios aussi d'enregistrement. Donc là, c'est la Toei Co. On voit que les deux cours ne sont pas du tout pareils. Une société un peu plus grosse et on a vraiment la Toei Animation pour le cœur des animés avec tous les segments qu'on a vus. Donc voilà, moi pour faire un petit récap, je pense me positionner, je verrai si je me positionne au mois de mars ou pas, je vais prendre un petit peu mon temps là-dessus. On voit que ça s'échange avec un peu de 19, avec un peu multiple finale de 21, je pense que je suis pas déconnant. Alors j'ai pas le prix par rapport au free cash flow, j'ai pas non plus le forward sur l'application, je pourrais le calculer avec les croissances. En termes de régression linéaire, on voit que sur 5 et 10 ans, on achète ça, c'est plutôt quand même pas mal décoté, on voit qu'on a un cours de l'action qui monte pas mal. On peut aller le voir ici, hein, le cours de l'action, qui a pas mal quand même chuté. On a eu une grosse hausse. Je pense que voilà, les investisseurs se sont hypés peut-être un peu trop fort en 2021 en se disant il y a des licences de dingue, ça va rapporter un max de pognon. Mais on voit voilà, qu'on avait un tout petit cours hein, jusqu'à quasiment 2020. Fallait investir ici, hein. On aurait fait un beau petit bagger. Mais je pense que le cours à 2400 yens n'est pas déconnant du tout. Ça peut rentrer en plus un petit peu dans mon portefeuille. On peut aller le voir, hein. Hop, vite fait aussi. On va aller voir les positions, on va aller voir, hop, l'onglet Quality. Ça pourrait rentrer un petit peu dans ce portefeuille-là, hein. Un peu comme une équipe de foot. Donc on a les attaquants, on a du Tencent, du Alibaba, du Google et du Microsoft. En milieu de terrain, on aurait du Ferrari, Prada. Bon, Nvidia, je le compte pas parce que il est bien évidemment un attaquant, mais c'est dur de renforcer. Et en milieu de terrain, voilà, on aurait du Ferrari, du Prada, pourquoi pas du Toei Animation. Et en termes de défenseurs, on aurait nos bons vieux entreprises à dividendes, notre bonne vieille entreprise à dividendes, ça pourrait être intéressant. Donc voilà ce que je pouvais proposer moi aujourd'hui sur la Toei Animation. J'espère que vous avez aimé la vidéo, elle était un peu longue, mais on avait été vraiment dans un deep dive profond. Moi je pense que pour une diversification, ça peut être assez sympa. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches et investir comporte des risques en capital les amis. On se dit rendez-vous pour de nouvelles aventures très très vite. C'était Logic Invest. Ciao ciao à tous.